Bonjour, je m'appelle David Malone, j'ai l'honneur d'être ici au CRDI nous allons nous entretenir en anglais. Je voulais vous dire d'abord qu'il y a une traduction simultanée et que donc il y a des écouteurs pour ceux qui aimeraient en obtenir. Et aussi que si vous avez des questions à poser et que vous préférez les poser en français ou vous avez des commentaires à faire que vous préférez faire en français, n'hésitez pas et je les traduirai au besoin pour Madame Tapar. My name is David Malone. I have the privilege. Je m'appelle David Malone. C'est un privilège pour moi de travailler au CRDI. C'est tout un honneur pour nous d'avoir un visiteur de très grande renommée ici au Canada pour fêter notre 40e anniversaire ici et également à Toronto. Nous avons Dr. Mela Tapar. Je dis qu'elle est en Canada en partie pour nous rendre visite parce qu'elle reçoit un doctorat honoraire à l'Université d'Alberta où elle l'a reçu plus tôt cette semaine et nous profitons de l'occasion pour l'accueillir ici à Ottawa. Sa visite ici se greffe à celle de l'Alberta. Comme vous savez sans doute, d'après les documents de promotion, elle a eu une carrière très distinguée. Elle a reçu énormément de prix à ce stade de la vie. Au tout début, elle a obtenu son baccalauréat de l'Université de Punjab et par la suite, elle a obtenu un bac de l'Université de London et son doctorat de l'Université de London. Elle a enseigné à l'Université de London, mais elle a aussi enseigné à plusieurs universités de l'Inde. Kurukshetra, que je ne connais pas, l'Université de Delhi, que je connais, et le Port JNU, Jawaharlal Nehru, cette université qui est devenue sa base en 1970 et où elle est professeure émérite depuis 1993. Sa première publication s'intitulait Ashokan, The Decline of the Mauryas. Nous en discutions un peu plus tôt. Et c'était sa thèse doctorale qu'elle a ensuite publiée en bouquin. Mais c'est une auteure tellement prolifique que je ne veux pas la gêner en lisant toute la liste de ses ouvrages, mais je croyais mentionner une ou deux récentes publications, pas nécessairement ses volumes les plus volumineux. Il y en a une qui s'appelait Problems of Hysterical Writing in India. Elle a contribué à cet ouvrage et plus récemment, The Aryan Recasting Construct, des essais. Elle a reçu des doctorats honorifiques de toute une foule d'universités. Je viens de mentionner l'Université de l'Alberta. Je devrais mentionner l'Université d'Hyderabad en Inde et d'autres doctorats honorifiques qu'elle a reçus de l'Inde. Mais dans le monde occidental, il y a l'Université de Chicago, Oxford, Edinburgh et j'en passe. Ça va tout simplement la gêner. En 2008, elle a obtenu le prix Klubi, qui est administré par la Bibliothèque du Congrès. C'est le premier prix en importance pour les historiens. C'est un prix qu'elle a partagé cette année avec une autre personne pour les historiens. C'est ce qu'il y a de mieux au chapitre des prix que ce prix John Werner Kluge. J'ai été ravie lorsque j'ai appris qu'elle l'avait reçu. Nous étions amis lorsque j'habitais l'Inde. C'était un privilège pour moi de la connaître. Et lorsque j'ai appris que j'allais venir au CRDI, je me suis informée comment on pouvait l'attirer pour qu'elle puisse venir nous rendre visite à Ottawa. Et elle a enfin consenti. Rumila, je me suis dit que ce serait bien
de vous parler d'un événement dans ma vie. Hier, j'ai reçu un appel d'un ami à l'Université de l'Alberta. De fait, c'est un membre du conseil du CRDI qui m'a dit, vous savez, j'ai entendu le discours de collation des grades le plus extraordinaire et c'était celui de Romila Tapard. Et je me suis demandé si vous ne pourriez pas reprendre un ou deux des thèmes de votre allocution en Alberta et par la suite, nous discuterons, nous causerons et ensuite, ce sera place aux questions. Merci beaucoup. Je dois d'abord dire que je suis ravie d'être ici. Je suis ravie d'avoir accepté l'invitation de David. L'allocution à l'Université de l'Alberta n'était pas longue. Deux thèmes ont ressorti. Le premier, c'est que les sociétés comme la nôtre, qui ont vécu l'expérience coloniale pour ensuite émerger comme des nations indépendantes, ont des problèmes, posent des problèmes pour les historiens, c'est-à-dire que c'était une construction coloniale de l'histoire de l'Inde. Et lorsque je parle de l'Inde, je parle du sous-continent. C'était une construction coloniale de l'histoire qui abordait différents volets, surtout portant sur la race, la langue, la religion, la caste et des questions de pauvreté également. Et ces volets, ces aspects ont été expliqués au plan de la politique coloniale, ce que nous avons accepté. Plusieurs de ces théories comme nous avons accepté cela comme formant l'histoire du sous-continent. Mais depuis lors, ma génération d'historiens essaie d'explorer ces idées afin de voir si elles sont valides. Est-ce qu'elles étaient plutôt déterminées par la politique coloniale ou est-ce qu'elles étaient valides de plein droit en fonction des preuves et des données que nous obtenons du passé? Et dans mon cas, où mon domaine de spécialité est l'Inde ancienne, ce sont surtout des manuscrits, des textes, des inscriptions. Il y en a un grand nombre en Inde et l'exploration archéologique. Un des enjeux, c'est que en recherchant ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité, c'est très à la mode, ce que nous vivons tous, que ce soit titre de nation ou fragment de nation, cette identité, est-ce qu'elle se fonde sur l'interprétation historique et la reconstruction du passé? Et est-ce que le passé se déteint sur le présent? C'est un volet que j'ai abordé. Deuxième volet, nous parlons de la mondialisation aujourd'hui et c'est valide, mais j'aime aussi parler de ce que j'appelle la mondialisation globale. C'est-à-dire que si on tient compte de l'histoire de l'Eurasie, de l'Afrique, en l'an 1000 après Jésus-Christ, les réseaux en Eurasie, partout en Eurasie, sont énormes. Et les endroits à partir de Tunis en Afrique, de Canton en Chine, du désert Gobi, l'océan Indien, et ce sont des cultures qui sont reconnaissables, des cultures qui communiquent, qui dialoguent. Vous avez des commerçants qui traversent les montagnes et voguent sur les mers, ainsi que les commerçants. Il y a les missions, les moines, les enseignants avec leurs nouvelles idées et aussi les universitaires, les érudits. C'est quelque chose qui découle de la culture et de fait le résultat d'un échange de culture et d'idées. Voilà les deux points que j'ai fait ressortir. Ce sont des points qui me tiennent à cœur à titre d'historien. C'est merveilleux. Alors, pourquoi pas discuter de ces deux points?
Votre travail, pour la plupart, sauf erreur, portait sur la civilisation précoce dans la vallée de l'Inde. Et quelles sont les conclusions que vous avez tirées à partir de ce travail sur le terrain et vos antécédents plus théoriques? Il y a une des choses qui m'a attiré le plus à la civilisation de la vallée de l'Indus, c'est qu'il y avait une culture urbaine très sophistiquée, axée sur le commerce et l'agriculture. Une chose étonnante, c'est qu'ils utilisaient les charrues de façon assez intensive pour labourer. Et ils avaient des contacts aussi avec des endroits en Asie du Centre, à l'Oman, où ils ont retrouvé les mines de cuivre avec des établissements urbains. Et en Mésopotamie, il y a des références. On parle des gens qui venaient de l'Est d'un endroit qui s'appelait Meduha. Nous croyons que c'était peut-être la version sumérienne d'un endroit en Inde. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt les enjeux qui se rattachent au changement graduel à l'agro-pastoralisme, donc l'agriculture, et pour en venir à ces villes qui se retrouvent partout dans le nord-ouest de l'Inde, qui sont éparpillées dans le nord-ouest. Il y a des villes qui s'appellent maintenant Pakistan, et plusieurs de ces villes se retrouvent en Inde, dans le nord du Rajasthan, au Gujarat, au Punjab et à l'Haryana. Et comme je l'ai mentionné pendant le déjeuner, il y a une des tragédies, c'est que nous creusons des deux côtés de la frontière. Nous avons hâte de savoir ce que trouvent les Pakistanais de leur côté et vice-versa. Cependant, il faut venir en Europe et en Amérique pour suivre les rapports parce que faute de communication. Et ce serait merveilleux si les archéologues des deux côtés pouvaient traverser la frontière et visiter ces sites. La civilisation, on parle de la civilisation urbaine qui a connu un essor à 1600 avant Jésus-Christ, 2600 avant Jésus-Christ, et ensuite il semble y avoir un hiatus, et de fait, ce n'était pas un hiatus. Ce que vous obtenez, c'est un éparpillement d'établissements, de pastoral, d'agriculture, qui ont commencé à survivre jusqu'à une période plus longue. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la sédentarisation, hymnes et d'autres textes védiques, la littérature védique. La question qui est souvent posée, est-ce qu'il y avait quelque chose de cette civilisation Harappan qui s'est retrouvé dans les civilisations, par la suite la culture, par la suite, ce qui soulève une question très fondamentale en matière de recherche historique aujourd'hui, et c'est la suivante. Comment est-ce que les cultures transmettent ce qu'elles croient être important de leur propre culture, où il y a un déclin et qui sont transmises à une autre culture, nouvelle culture, et ce processus de transmission devient un processus très fondamental, est aussi essentiel pour le type d'idées que nous souhaitons. Ce sont des identités essentielles à toutes les cultures, que ces cultures soient sophistiquées, urbaines ou agro-pastorales. Les identités ne sont jamais permanentes et immuables. Les identités évoluent constamment. Ce qui nous intéresse comme historiens est de voir comment ces identités changent. Romila, ce matin, je réfléchissais parce que je passais en revue de la liste de publications et je pensais à Ashoka. Et lorsque j'habitais en Inde, j'ai remarqué que l'interprétation d'Ashoka c'était plutôt des prévisions sur ce personnage historique d'Ashoka
à quoi devait ressembler un grand roi. C'était plutôt ça que qui était réellement Ashoka. Je voulais vous demander ce que vous en pensez. Quelle est l'importance du personnage historique Ashoka? Eh bien, cette projection, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les sociétés. Cela fait partie des fonctions du passé qui influencent le présent. Nous avons des valeurs ici et on les attribue au passé. Les rois en souffrent constamment. Ils sont perçus comme ayant ces valeurs qu'on greffe sur eux. Dans le cas d'Ashoka, c'est intéressant, bien sûr. Il a régné sur tout le sous-continent au 3e siècle avant Jésus-Christ. Il a donc prononcé énormément d'édits qui se retrouvent sur des roches et des piliers très sculptés presque partout dans le sous-continent, pas seulement le sous-continent, mais en Afghanistan également. Ces édits étaient en grec, en arabe. C'est la langue qui était utilisée dans ces régions. Pour le reste, cela se retrouvait du nord-ouest de l'Inde, presque jusqu'au sud. Le travail que j'ai fait sur Ashoka a commencé parce que je voulais étudier les édits et je voulais interpréter l'homme par le biais de ces édits, alors que dans le passé, les historiens avaient dit oui, dans ces édits, il se déclare étant un bouddhiste. Et donc, ce que les bouddhistes ont à dire à son sujet sont importantes. Et lorsqu'on regarde les textes bouddhistes qui font partie, les chroniques de Sri Lanka, les chroniques monastiques de Sri Lanka, du Nord-Ouest également, il le dépeint comme étant un roi très puissant. Il a une partie de son pouvoir, une partie était attribuable au fait qu'il était patron de l'ordre bouddhiste Sangha, et donc important pour l'histoire du bouddhisme. Il y a eu un énorme débat parmi les historiens à savoir s'il était réellement bouddhiste, est-ce qu'il était bouddhiste à part entière, est-ce qu'il était plutôt hindou, est-ce que de fait il faisait la propagation des idées, des deux idées. Lorsque j'ai commencé à lire les édits, je me suis rendu compte qu'il parlait à deux peuples en premier lieu. C'était aux Sangha bouddhistes qu'il s'adressait, où il dit « Je veux que vous soyez tous les religieuses et les moines à vivre en harmonie, parfaite harmonie. Il ne doit pas y avoir de dissension entre vous. Et s'il y en a, ces personnes doivent être vêtues de blanc et rejetées du monastère. » Il y avait des groupes qui n'étaient pas d'accord et c'est intéressant. Ensuite, il y a d'autres édits, les plus importants, par rapport à ce qu'il disait et le nombre, et sont à l'attention de la population en général, où il demande une acceptation des principes bouddhistes, mais il ne parle pas réellement des enseignements de Buddha, il parle du Dhamma. C'était le terme, c'est l'éthique sociale. Et ce dont il parle réellement, c'est qu'il dit que chaque homme doit respecter le secte ou l'enseignement de l'autre. En respectant ces enseignements, vous respectez davantage les vôtres. Je me suis dit que c'était un message très puissant, un message de coexistence, même si la coexistence en soi n'est pas suffisante. Il faut parce que chaque secte a un statut égal, ce qu'il ne dit pas. Elle dit tout simplement, vous devez respecter chaque secte. Il s'oppose à la violence. Il y a cet édit à la fin d'une campagne à Belinga où il dit j'ai renoncé à la violence, mais il y a une réserve. Cependant, j'espère que mes fils et mes petits-fils renonceront à la violence, mais s'ils doivent avoir recours à la violence, j'espère qu'ils feront preuve de merci lorsqu'ils imposeront la peine. C'est un volet très pratique qui est intéressant par rapport à ce que, d'après moi, il n'était pas tout simplement bouddhiste,
Il était bouddhiste et homme d'État. Et par conséquent, il y a cette interaction constante où on réunit, on sépare, ce qui se retrouve dans ce type de situation. Ce qui est remarquable au sujet de cet homme, c'est que cet enseignement, il l'a transmis et la période post-marienne en Inde, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, est une période où le bouddhisme devient une religion très puissante. Eh bien, je suis allée à Kalinga et j'avais vos écrits, 2 volumes qui portaient sur l'histoire de l'Inde ancienne. Et c'est un État extrêmement beau, Orissa. Les gens sont extraordinaires. Lorsque j'ai lu l'histoire de l'Inde, au début, c'était l'histoire de l'Inde rédigée par des Britanniques. C'est ce que nous avons tous lu. Oui, oui, j'ai été élevée avec cela, moi aussi. Et la plupart de ces écrits tentaient d'être aussi simples que possible, mais ce que j'ai remarqué au 3e millénaire, c'est le nombre d'excuses qu'ils trouvaient pour la colonisation britannique. C'était facile de justifier les gestes des visiteurs anglais en Inde, mais qui est plus important, je voulais vous demander quelles est d'après vous les principales distorsions de l'histoire coloniale en Inde et qu'est-ce que vous avez fait et d'autres également pour rectifier la situation. Ça, c'est toute une question et je pourrais en parler pendant des heures. Mais je dois vous dire d'emblée que on apprécie énormément le nombre de connaissances qui accompagnaient la redécouverte des données. Les inscriptions anciennes ne pouvaient plus être lues uniquement et c'est un ingénieur britannique qui a déchiffré le Ramney, les textes. Voilà comment on a pu lire Ashoka. Ensuite, ils ont commencé à excaver, creuser des sites. Il y avait des preuves concrètes de l'histoire avec ces fouilles. Et en 3e lieu, cette attitude d'organisation, on voulait mettre de l'ordre dans les manuels et les données textuelles, ce qui n'avait pas été fait à grande échelle auparavant, puisque les gens avaient des textes, les érudits avaient des textes lorsqu'ils s'intéressaient à un sujet particulier. Et c'est tout. Et ce sont les érudits britanniques, de fait des officiers de la Compagnie britannique de l'Est de l'Inde, qui ont organisé tous ces textes, ce que l'on apprécie beaucoup. Cependant, c'est la lecture de ces textes qui pose problème, puisqu'ils lisaient naturellement à partir de la culture et de la civilisation qui était la leur, et c'était gréco-romaine et l'Europe chrétienne qui en arrivait à l'âge, à l'ère de la découverte, et ça, c'était bien important. Et c'était bien important dans l'étude de la religion. Mais il y avait une autre faiblesse, c'est qu'ils voulaient utiliser l'histoire comme si ça faisait partie de la politique coloniale. Et c'est là où ils ont maintes et maintes fois fait valoir que la civilisation indienne était unique parce qu'elle n'avait pas le sens de l'histoire. Et c'est ce qui a déclenché l'intérêt que j'ai pour le manuel sur lequel je travaille à l'heure actuelle, lorsque je me dis comment est-ce qu'on peut avoir une civilisation complexe et sophistiquée et ne pas avoir un sens de l'histoire. Toute société a un sens de l'histoire. Et c'est quelque chose qui était inacceptable à mes yeux. Et leur argument est essentiellement que si vous dites qu'il n'y a pas de sens de l'histoire chez les Indiens, on pouvait construire une histoire pour les Indiens, on pouvait construire une histoire qui convenait à vos politiques et vos besoins. Et voilà pourquoi certains d'entre nous ont fait valoir que certaines des constructions se fondaient sur les besoins des politiques coloniales.
Je vais vous donner des exemples. L'intérêt principal, au début, on ne s'intéressait pas à l'histoire comme telle, l'histoire qu'elle est perçue aujourd'hui, mais c'était des textes qui portaient sur la religion et les codes sociaux. Mesdames Shasta, les textes sur la religion qu'il prônait, c'était des textes védiques. Lorsqu'ils ont demandé aux érudits quels étaient les textes, c'était les bons textes en sanskrit, et le gouvernement, les ont lus avec les brahmines, pandits, en leur expliquant le sens des textes jusqu'à ce que leur connaissance du sanskrit devienne suffisante pour qu'ils puissent comprendre. Ce que je veux dire, c'est que la lecture de ces textes venait d'un groupe de personnes bien précis, des spécialistes dans les rituels de l'élite Raman. Des gens qui insistaient sur le fait que la seule chose qui valait la peine d'être connue de l'Inde ancienne, c'était les textes en sanskrit. Et ils ont ignoré tous les autres textes et les autres langues jusqu'à bien plus tard. Le bouddhisme, par exemple, réapparaît ou apparaît, mais pas avant la fin du 19e siècle. Et c'est là que l'intérêt envers le bouddhisme se développe. Bon, attention, parce que à l'époque, quand on fouille ces sites bouddhistes et qu'on découvre des monastères et toutes sortes de choses, les liens ne sont pas effectués. On ne dit pas que ces monastères appartiennent à une religion sur laquelle ils ne connaissent pas grand-chose. C'est beaucoup plus tard que cette religion, qu'on a commencé à développer des connaissances sur cette religion. Donc, il y avait un problème, si vous voulez, dans l'étude de ces textes. Deuxièmement, il y avait aussi la question, étant donné qu'ils regardaient uniquement les textes en sanskrit, ils avaient une vision précise de la religion indienne qui ne couvrait pas toute l'articulation religieuse. Ça écartait, par exemple, les groupes non sanscrits, les bouddhistes, les jains et les autres. On écartait aussi les musulmans en grande partie. C'était quasiment voulu parce que, bon, ça faisait partie de la politique coloniale. Les arguments étaient à l'époque que les hindous étaient conquis par les musulmans vers 1200 après Jésus-Christ, ont été tyrannisés par le règne musulman et ainsi les hindous étaient très contents de voir arriver les Britanniques qui les ont libérés de la tyrannie musulmane. Donc ça a mené à une hypothèse de base voulant que les hindous et les musulmans ont toujours été l'un contre l'autre. Il y a toujours un antagonisme. On n'a jamais voulu dire, écoutez, est-ce qu'on parle vraiment ici de religion ou est-ce qu'on parle de société? Est-ce qu'on parle des dimensions plus larges des sociétés? Si on avait dit cela, on se serait rendu compte de ce que l'on appelait l'hindouisme, et qui était au départ basé sur la structure des traditions judéo-chrétiennes et des religions. Mais c'était complètement différent comme expérience religieuse. L'hindouisme est une mosaïque de sectes et de cultes. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas l'orthodoxie des textes, mais plutôt la pratique de la secte, et la secte coïncide souvent avec la caste. Auparavant, jadis, avant qu'il y ait la formalisation actuelle, on pouvait aller à un rituel dans un village ou ailleurs, dans un quartier, observer le rituel et ensuite dire « oui, c'est cette caste-là qui appartient à cette secte qui a fait ce rituel parce que cette pratique, cet acte était extrêmement important et avait un rôle central. » Et c'est un aspect qu'on a oublié, qu'on a manqué. On n'y a pas accordé suffisamment d'attention. En fait, il y a deux écoles chez les érudits. Vous avez les experts en texte, ceux qui font vraiment la recherche philologique excellente, bien sûr. Et vous avez de l'autre côté, l'autre groupe, plutôt des observateurs de ces pratiques religieuses, ce sont des ethnographes. D'une façon ou d'une autre, ces pratiques
étaient un petit peu primitives et donc on les laissait entre les mains des ethnographes. Les ethnographes, ceux qui étudiaient les textes religieux, n'ont pas établi de dialogue pour essayer de comprendre s'il y avait de chevauchement ou de lien entre ces différentes pratiques. Et ce qui est intéressant dans ces pratiques, si vous regardez même le recensement de 1880, le premier recensement, vers cette époque-là, si vous regardez les données recueillies à cette époque, il y a des différences de religion à l'échelle des élites. Et c'est des identités très distinctes en matière de religion. Les hindous s'auto-décrivent comme étant des Vaishnavas, des Shaktas, des Tantrics, bon, la secte, les sectes principales, et ensuite il y a les sous-groupes de ces sectes. Aux échelles inférieures, 60 à 70% de la population, donc, en dessous de ces élites, de cette élite, vous avez vraiment un mélange des groupes qui vont au temple, des groupes qui vont à la mosquée, des groupes. Vous avez beaucoup de castes qui se prétendent ou qui s'identifient comme étant musulmans. Et quand on leur demande combien de fois allez-vous à la mosquée pour prier, ils disent, eh bien, quand c'est une journée, un festival, j'y vais, et lesquelles de ces fêtes observez-vous? Et ils énumèrent à ce moment-là les fêtes hindoues. Donc, mais à ce niveau-là, il y a une communication, il y a vraiment un sentiment de vie commune qui est vraiment très important. Et c'est ça qu'on oublie. Et quand on essaie de reconstruire ce que l'on appelle l'hindouisme, ce qui ressort, c'est une créature un peu étrange qui, à mon avis, une personne de cette période pré-moderne n'aurait pas su reconnaître ou n'a pas reconnu. Mais nous en avons hérité et on a fait cet exercice de reconstruction qui, aujourd'hui, est indéniable. Mais on ne se demande pas que, peut-être, comme toujours dans l'histoire, ou que ce soit dans le monde, les religions continuent à évoluer, à changer. Elles changent de forme, elles sont reformulées. Elles se scindent en différents sectes. Les sectes s'entendent ou au contraire ne s'entendent pas. Tout ça, ça fait partie de l'histoire qui change et qui évolue. Une histoire vivante. Et c'est ce qu'on oublie si on admet cette construction et qu'on l'applique. Mais c'est ça qui me préoccupe quand on parle d'identité. Aujourd'hui, on se décrit comme étant des hindous, des musulmans, des sikhs ou autre chose. On devrait savoir que ce n'est pas la même identité qui existait en 1000 avant Jésus-Christ ou 1000 après Jésus-Christ. C'est l'identité du présent. Merci, Ramla. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ouvrir le débat pour voir ce que le public, l'auditoire pense. Vous avez des micros dans la salle, comme vous pouvez le voir. Si vous désirez faire un commentaire, poser une question, veuillez vous diriger vers un des micros. Identifiez-vous, s'il vous plaît, et dites-nous ce que vous avez en tête. Et dernier commentaire de ma part, quand je travaillais avec une étudiante, Terry Dalmia, nous avons été frappés par l'obsession des historiens britanniques. Ils sont obsédés par les failles de division. Et la division, c'était l'ami des colons parce que sans effectifs britanniques, les Britanniques ont pu ainsi dominer le sous-continent puisque la division faisait leur force à eux. Donc, ça m'avait frappé. Monsieur, allez-y. Bonjour, Nan Tandon, étudiant de la modernité, pas de l'histoire, et fonctionnaire à la retraite. Quand j'étais en Inde, je lisais un magazine qu'a lancé votre frère. Je n'ai jamais pu le voir, mais je suis très heureuse heureux de vous avoir vu. Après l'indépendance, pendant à peu près 50 ans, un demi-siècle, il y avait ce que les historiens marxistes séculiers ont une grande influence, surtout sur les établissements d'éducation. Quand je vais sur Internet pour essayer de voir qu'est-ce qu'on affiche dans les blogs ou autres, il semble que
la génération qui est sortie de cette éducation n'a pas été grandement influencée par cette version de l'histoire postcoloniale, comme on l'avait dit. Ils sont plus impressionnés par la version coloniale, tous les gens qui appartiennent à la majorité hindoue. Alors voilà ma question. Est-ce qu'il faut avoir une version commune de l'histoire pour en arriver à l'harmonie en Inde? Et si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait y arriver en ayant un genre de réconciliation, une commission, la vérité et réconciliation? Je ne pense pas juste à l'Afrique du Sud ici, mais ce genre de modèle qui me semble très important. Pour ceux qui ne lisent pas Séminaire, bon, l'idée dans ce magazine, c'est qu'on prenait un enjeu, un problème chaque mois. Et le premier essai d'introduction explorait cet enjeu. Ensuite, il y avait d'autres essais qui examinaient le même enjeu sous différents angles, de manière à ce qu'à la fin de votre lecture du magazine, vous ayez une bonne idée de cet enjeu ou de ce problème. Et je crois que c'était un magazine assez brillant qui a fait un excellent travail à cette époque-là. Bon, pour répondre à votre question. Oui, on s'est beaucoup intéressé à la version historique des années 60, dans des marxistes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la division subtile ou pas entre l'écriture de l'histoire par des spécialistes et ce que vous lisez sur Internet, qui n'est pas vraiment, pas toujours, rédigé par des experts ou des érudits. Certains pensent que Internet a été entre les mains d'une tradition populaire qui revenait aux idées coloniales pour les reformuler et les présenter sous le déguisement des hindous. Mais avec ces écrits érudits, dans les universités aujourd'hui plus qu'avant, le nombre de partisans a grandi. Même si vous n'avez pas de... Si cette tradition marxiste historique ne se poursuit pas, vous avez une tradition laïque ou séculière. Les gens s'écartent de l'explication ancienne, c'est-à-dire que vous aviez, par exemple, quand on discute des castes, avant on disait « Oh oui, il y avait 4 castes, Raman, Kshatriya, Vaishya, Shudra ». Et c'était leur fonction, voilà comment ça a fonctionné sur le sous-continent. Et ça a été remis en question. Et même ceux qui n'avaient aucune affiliation marxiste, ce qui s'est passé, c'est que vous avez l'arrivée de ce que l'on appelle parfois le sentiment ou le sens de l'histoire interdisciplinaire. Donc, si vous avez des sociologues, des anthropologues qui posent aussi des questions sur les castes, et les étudiants, on leur dit, il ne faut pas juste lire le Madhu Marshast, il faut aussi lire ceux qui ont fait des commentaires, pas seulement dans le passé, mais aujourd'hui. Donc, il y a les historiens sociaux, les sociologues, les socio-anthropologues, et on regarde comment chaque caste est comprise. Et ça change. Et ça se fait dans les universités, dans certaines universités en tout cas. Et je crois que c'est quelque chose d'assez impressionnant, très positif, ce que l'on écrit dans des articles et des publications de très bonne qualité. Mais sur Internet, et c'est bien entendu le problème d'Internet, c'est qu'il est ouvert à tous. On peut y mettre ce que l'on veut. Vous avez eu toutes sortes d'inventions qui sont apparues comme ça. Et le problème, c'est que même pour monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas des historiens et qui vont sur Internet pour se renseigner, eh bien, on reçoit comme ça tout un mélange de choses, d'informations, des choses qui ont été, qui sont tout à fait sensées, mais aussi vous avez des choses qui ne valent rien. Comment faites-vous la différence? Mais moi, je dis souvent,
ne vous fiez pas à Internet, allez lire des ouvrages, des livres imprimés. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on passe maintenant au micro suivant. Allez-y, monsieur. Merci. Kevin Dooley, militant irlandais, canadien. Et moi, je m'intéresse... D'abord, merci d'être venu. Excellente discussion. Et j'ai été frappée par ce que vous avez dit, votre description rapide. Je ne sais pas, sur la convocation à Edmonton, la collation des grades à Edmonton. Si j'ai bien compris, il y avait les concepts de l'histoire interprétée, l'histoire telle qu'elle était interprétée dans le passé, telle qu'elle est interprétée aujourd'hui. Et c'est très important étant donné, comme on peut le dire ici au Canada, juste ici sur la colline parlementaire, on peut se servir du mot colonial, impérialisme britannique, sans peur, et il faut aussi applaudir les érudits, les intellectuels pour cela. Moi, bon, au Canada, moi je viens d'Irlande, donc vous voyez un peu où je vais en arriver. On habitait aussi sous le règne britannique et les gens ont complètement déformé l'histoire. Mais cela étant dit, c'est bien d'entendre cette voix, de vous entendre dire tout cela, mais n'ayez pas peur de dire l'interprétation coloniale de l'histoire. Allez au niveau suivant, parce que depuis plusieurs années au Canada, on a connu une ouverture, les gens sont plus sensibles du mal commis par le passé. Et bon, voilà ma question. La relation... Bon, je pense que votre travail est très important parce que, bon, vous êtes dans le monde du Commonwealth, l'Irlande en fait partie. Il faut apprendre à regarder sa propre histoire. Mais quand on regarde l'histoire celte, les parallèles sont assez évidents. Le gallois est une langue qu'on peut retracer jusqu'au Moyen-Orient et c'est assez frappant, assez intéressant. Quels sont les parallèles entre ces cultures, étant donné que vous parlez du Commonwealth britannique, l'Inde, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Bon, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Thank you very much. Non, je crois que c'est votre question. Y avait-il des parallèles entre les deux? Oui, je crois qu'il y a eu des parallèles. Vous avez tout à fait raison. Par exemple, les fondements ariens des cultures. Il y a eu une lutte entre les historiens, une lutte assez acerbe entre les historiens et les gens qui appartiennent au groupe Indutra, à l'école de pensée Indutra. Ces parallèles, bon, on ne les a pas établis. Bon, les gens regardaient ce qu'on avait et ce que les autres avaient. On se disait, bon, on avait des points communs, ou alors ils l'ont et on l'a aussi, donc on les a influencés. Et eux, ils disent, non, en retour, c'est pas vous qui nous avez influencés, c'est nous qui vous avons influencés. Donc, il fallait voir qui avait influencé l'autre en premier. C'est devenu une question importante au sein des mouvements nationalistes. Nous sommes allés plus loin et on s'est dit, bon, nous avons une société spéciale que les gens qualifient comme une société de gens qui parlent une langue arienne. Vous, c'est les Celtes. Bon, quelles sont les questions qu'on peut poser et quelles sont les réponses que l'on reçoit de ces deux sociétés qui pourraient nous aider à comprendre nos propres sociétés, en plus de comprendre les autres sociétés. Donc, ce qui se passe, c'est que les questions ont changé. C'est plus, bon, vous juste regardez les parallèles, qui a influencé qui, mais plutôt, s'il existe des parallèles, comment pouvons-nous nous servir de ces parallèles pour aller plus loin et explorer plus en profondeur une situation donnée? Merci. Bonjour, Prabin Yogi, je travaille pour le gouvernement du Canada.
Je crois aussi que je connais un de vos collègues, le professeur Shabushadi Pajugenyou, qui est un de mes amis proches. Bon, j'ai une question qui porte sur le règne de l'empereur Ashoka. Ma question est la suivante. Pour un public occidental, est-ce qu'on pourrait le comparer à l'empereur Constantin et le rôle qu'il a joué, notamment par rapport à la chrétienté? Et les deux questions qui suivent. Bon, son règne, quel rôle a-t-il eu dans l'histoire indienne? Et est-ce que ses idées ont une influence même aujourd'hui? Pour ce public, je crois qu'il faudrait indiquer que l'emblème, le lion à quatre têtes, vient de cette tradition. Bon, c'est plus facile de répondre à la dernière question. Ashoka est devenu la grande emblème de la tolérance, de la non-violence, de la paix, de l'harmonie, etc. Et c'est ainsi que les historiens l'ont décrit et dépeint dans les années 20 et 30. Le mouvement national a repris cet emblème, se l'est approprié, ce personnage du passé, et l'a projeté à une échelle beaucoup plus importante que ça avait été fait auparavant. Donc la reprise de cet emblème, c'est des gens comme Nehru qui l'ont fait. Nehru avait un grand sens de l'histoire. Il n'a peut-être pas été le meilleur des historiens, mais ses ouvrages comme La découverte de l'Inde ont joué un rôle très important dans la façon dont l'histoire était perçue dans les nouvelles. Et c'est Nehru, plus que quiconque, qui a dit « ça doit être l'icône de la Nouvelle-Inde et donc la capitale d'Asanchi, où c'est devenu l'emblème du gouvernement et ça a été ensuite placé sur le drapeau national. Quel est son rôle dans l'histoire? On pense tous qu'après sa mort, il a été oublié. Mais pourquoi? Parce que même s'il est mentionné dans les textes bouddhistes à plusieurs reprises, on ne parle pas de lui dans les textes brahmanes. En fait, dans les listes du Puran, on en parle comme juste un des rois de la dynastie mauryaenne et c'est tout. On en a le titre qu'il a pris, Teinompio, donc l'aimé des dieux, a fait la risée, a été tourné au ridicule dans la littérature brahmane et on a dit que c'était pas important. Mais toutefois, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on commence à voir que peut-être ces idées, et pas juste ces idées, mais aussi celles du bouddhisme en général, qui plus tard a décliné et a été écarté en Inde, néanmoins avait joué un rôle très important dans la prise de certaines décisions importantes et dans certains discours qui ont été prononcés dans l'histoire. Par exemple, l'œuvre la plus récente là-dessus, c'est un chapitre du Mahabharata où un des héros, Yudhishthir, doit assumer le trône et dit non, je ne veux pas être roi, donc je refuse, je m'en vais. Bon, on arrive à le persuader lentement mais sûrement et tout le discours tourne autour de la renonciation au trône et c'est un discours très important dans le bouddhisme, le pouvoir et la renonciation. Certains historiens aujourd'hui disent que peut-être Yudhishthir avait en tête l'image d'Ashoka quand il a dit « Je ne veux pas être roi, je préférerais ne pas avoir ce pouvoir, plutôt être ascète et avoir un autre genre d'autorité. » Parce que n'oublions pas que dans la société indienne, les ascètes, ce n'étaient pas juste des gens qui disparaissaient comme ça aux oubliettes, c'était des gens qui avaient une certaine autorité, les gens les écoutaient, même les rois devaient les écouter. Donc, l'argument est le suivant. Pendant cette période,
il y avait un certain... Les gens se sont dit qu'ils se souvenaient de lui, on le mentionnait dans certaines discussions, même si on ne citait pas par son nom exactement. Et ce qui est intéressant à son sujet, c'est que sur un de ses piliers, avec les 7 édits de ses politiques, nous avons une inscription, un texte qui a été gravé 800 ans plus tard, où on parle de ses campagnes, que c'était un homme majestueux, etc. Et on dit s'ils avaient pu lire l'inscription sur Ashoka, sur la non-violence, et qui ici soulignait l'importance de la violence et des campagnes, sur le 3e pilier qu'on a gravé le siècle suivant, vous avez toute la généalogie. Donc vous avez 3 inscriptions en 3 langues différentes qui s'étalent sur 3 millénaires et dans un même monument. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que il y avait le sentiment de la légitimité du passé, la légitimité de ce roi et de ses édits, même si on n'arrivait pas à les lire. Merci. Comme je vous l'ai dit plus tôt, nous sommes en direct sur Internet. Nous avons une question de Toronto où Priya nous demande « Que pensez-vous de la façon dont l'histoire est enseignée dans les écoles en Inde ?» Priya se demande, bon, elle pense qu'il y a un climat qui fait la promotion d'une certaine version de l'histoire dans les écoles et peut-être dans les collèges. Que pensez-vous de tout cela? Bon, c'est une autre question de taille et je suis impliquée dans cette controverse des manuels d'histoire. Bon, comment l'histoire est-elle enseignée aujourd'hui? De bien des façons. Ça dépend de l'école. Nous avons toutes sortes d'écoles, un gros éventail d'écoles. Les très bonnes écoles sont les écoles qui ont été créées par des écoles d'État, des écoles publiques. Je ne parle pas des écoles privées ici, mais des écoles publiques qui ont été créées par le ministère central de l'Éducation. Il y a de bons manuels scolaires. Et il y a une époque où un certain parti était au pouvoir et voulait se débarrasser des anciens manuels pour les remplacer avec de nouveaux manuels. Et nous avons eu tout un débat public sur la question. C'était déprimant, mais en même temps très excitant parce que, bon, déprimant qu'il faille débattre de ce sujet, mais excitant de voir autant de participants à cette discussion. L'interprétation de l'histoire est devenue un enjeu important. Quand le BJP est parti et que ce gouvernement est arrivé, ils se sont débarrassés des manuels en ont rédigé de nouveaux, qui sont bons. Ce sont de bons manuels scolaires et ça me va. Le problème, bien sûr, c'est que ce genre de manuel est contrôlé par un organisme gouvernemental, le NCRT. Donc, les gens ont peur que chaque fois que le gouvernement change, ces manuels vont devoir changer aussi. Et nous sommes nombreux à dire que cet organisme devrait être autonome, indépendant, et les manuels ne devraient pas être contrôlés par le gouvernement, quel qu'il soit. Mais en plus de ces manuels de l'État ou de ces écoles, nous avons d'autres écoles, des écoles privées, différents types d'écoles, les écoles religieuses, les madrasas, les Shishu Mendes qui sont dirigées par le RSS, les écoles de comité Pundwara qui ont une orientation religieuse bien distincte et l'histoire qu'on y enseigne, ce n'est pas l'histoire qu'on veut voir enseignée dans les écoles. De toute façon, et je crois qu'il y a beaucoup de potentiel. On devrait dire que il devrait y avoir un groupe de personnes, un groupe de gens qui examinent les manuels scolaires, quels qu'ils soient. Quel que soit l'auteur de ces manuels, le manuel doit être soumis à ce groupe avant d'être jugé acceptable et ses membres ne devraient pas appartenir à des organismes religieux, mais plutôt être des historiens. Nous avons suffisamment d'historiens qui maintenant peuvent juger la qualité d'un bon manuel. Voilà, c'est une chose que je considère essentielle. En deuxième lieu,
On n'utilise pas réellement les médias comme on devrait le faire. Nous pourrions avoir un canal à la télé qui se consacre uniquement à l'éducation, où nous pourrions utiliser les manuels scolaires avec les étudiants le matin pour dire voilà ce que ça signifie. Il y a des livres qui disent autre chose. Vous pouvez lire tel ou tel livre. Et voilà les raisons. Vous pouvez discuter entre les historiens pourquoi un point de vue est adopté. Mais en bout de ligne, il ne s'agit pas uniquement d'une seule perspective de l'histoire indienne. L'histoire, comme discipline, doit être comprise. Il faut réellement discuter toute cette question de preuve. Est-ce que la preuve est fiable? C'est une généralisation que vous faites. Est-ce que cette généralisation est logique et rationnelle? Et cette démarche de ce que nous appelons la méthode historique maintenant, qui les groupes hindoukas ignorent complètement. Voilà ce sur quoi nous devons nous concentrer de plus en plus pour que les enfants apprennent à penser un sujet, à y réfléchir et non pas tout simplement à glaner de l'information. Alors, nous avons assez de temps pour entendre deux questions. Je m'appelle Daniel Linton, je suis aussi fonctionnaire. Et ma question porte sur les rapports entre les textes et les rituels et découle en partie de ce que vous avez dit un peu plus tôt. Si je peux vous donner un peu plus de détails, il y a des traditions où les rapports entre les textes de fondation et les rituels sont beaucoup plus compliqués qu'à première vue. Et ça, c'est dans la tradition musulmane ainsi que la tradition judéo-chrétienne. Vous parlez d'une surconcentration des textes védiques. Ensuite, vous parlez de la variété et la complexité des rituels qui se rattachent aux différentes occasions, et aux castes et l'interaction entre les musulmans, les hindous et ainsi de suite. Néanmoins, y a-t-il une unité que l'on puisse tracer comme il y aurait dans d'autres traditions? Existe-t-il une unité que l'on peut tracer dans les textes? C'est une question, vous savez, une unité qui existe qui se répand sur toute cette complexité, même pour des rituels qui sont de moins en moins littéraires. Est-ce que cette remarque que vous avez faite au sujet de la transmission d'éléments culturels lorsque les civilisations évoluent? Alors voilà ma question. Eh bien, je pense que les textes en soi ont tendance à être uniformes. Il y a un énoncé qu'il répète à maintes reprises de sorte que on ne retrouve pas d'idées de façon générale partout dans le même texte. Mais ce que l'on retrouve, c'est que dans la pratique de la religion ou des religions, il y a cette reconnaissance. Lorsque je dis qu'il y a un rituel, et vous savez immédiatement que c'est un rituel semblable à un rituel par les brahmins ou les non-brahmins, peu importe le cas. Ça ne veut pas dire que Shiv Washak ou quelqu'un qui arrive ne pourrait participer à ce rituel. Nous avons des situations où des personnes qui sont hindous et qui sont bien heureux d'aller musulmans pour prier. Et si, peu importe le Dieu, même si on garde toujours le Dieu que l'on veut, this means in terms of the transmission of culture. Le culte que l'on voue à un Dieu particulier. Et là, j'ai peut-être tout à fait tort parce que je ne suis pas spécialiste en matière de religion. Mais dans la transmission de la culture, étant donné la nature de la religion hindoue, c'est une religion qui n'est pas structurée de la même façon que les religions judéo-chrétiennes. On a tendance à accepter davantage
internalisé, ça fait partie de sa religion que pour la plupart des autres religions. Je ne suis pas certaine, mais voilà, c'est un sentiment que j'ai. Et cette internalisation ressemble beaucoup plus à l'observation de rituels ou à aller plutôt dans les églises. C'est la pratique qui est beaucoup plus ouverte. Nous avons deux autres questions. Alors, les deux questions, nous allons les entendre. J'aimerais que vos questions soient assez brèves. Je m'appelle Noan Salmon. J'enseigne au Collège des humanités à l'Université Carleton, ici à Ottawa. Vous avez mentionné cette continuité possible entre la civilisation harappan et la védique culture. Et si j'ai bien compris, avec la civilisation harappique, il y a beaucoup de preuves archéologiques, mais pas de preuves linguistiques. Et c'est le contraire pour les Védiques. Il y a énormément de preuves linguistiques, philologiques, mais très peu de preuves archéologiques. Dites-nous ce que vous pensez de toute cette question vexe de la migration aryane, invasion aryane. Qui sont les Aryens? D'où viennent-ils? Oh, c'est toute une question, oui. J'espérais qu'on ne poserait pas cette question, de fait. C'est une question assez vaste, puisque il y a cette insistance. On dit est-ce que c'est indigène ou non. Il s'agit de la façon dont nous, les historiens, nous envisageons cette théorie, les cultures qui s'arrivent. Et je crois que vous avez eu une civilisation Harappa qui s'est retrouvée dans l'Asie du Centre, en Inde et ainsi de suite, et que vous avez également des personnes indo-aryanes ou qui se retrouvaient, ou européennes qui se retrouvaient en Asie centrale, où l'Iranien en est une branche. L'ancien Iran est une branche, les deux se ressemblent. Il y a des migrations d'indo-ariens qui arrivent, et j'insiste sur le fait qu'on ne parle pas d'Ariens comme étant un peuple, mais on parle de la langue indo-ariane. C'est les personnes qui parlent cette langue. Lorsqu'on dit que ce sont des personnes qui parlent une langue, la question que vous posez serait un peu différente. Comment est-ce que cette langue en est devenue la langue dominante des parties importantes du nord de l'Inde? Quel est le processus? Oui, même cette théorie d'invasion qu'on n'accepte pas, il y a même d'autres théories de population qui remplacent. Ce qui se passe, c'est que vous avez possiblement 2 ou 3 langues de personnes qui parlent cette langue qui se côtoient et la langue est remplacée. Les Harappan, on ne connaît pas leur langue, pas encore. On n'a pas encore déchiffré le script. Les Aryens, on peut avoir l'archéologie d'une langue. On peut seulement avoir l'archéologie de peuples que l'on peut identifier comme étant des gens qui se sont établis. Lorsque la langue change, on ne sait pas quelle est l'archéologie. Peut-être que c'est l'archéologie qui existe déjà à cet endroit agro-pastoral qui habite dans les villages Aryan au Punjab. Et peut-être que ce sont eux qui sont devenus les personnes qui parlent l'indo-aryan, mais c'est toujours un point d'interrogation. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Romola, je vous remercie de tout cœur. Quelle expérience, je pense, pour tout le monde dans la salle, de vous avoir écouté, peu importe notre niveau de connaissance. Et je sais que mes connaissances à moi sur l'histoire de l'Inde ancienne ne sont pas très poussées. Merci de nous avoir parlé de plusieurs de ces idées qui évoluent sur l'histoire de l'Inde et comment on peut interpréter l'histoire de l'Inde et comment on peut interpréter l'histoire de l'Inde ancienne. À partir de vos observations, j'imagine que dans 50 ans, les personnes qui nous remplacent ici
auront les pensées qui s'ajouteront au merveilleux travail qui a été fait depuis quelques années et qui continue. Il y a une chose qui est extraordinaire lorsqu'on est universitaire, et c'est un privilège, c'est que nous avons des étudiants et que les étudiants transmettent nos connaissances mais les idées pour lesquelles nous n'avons pas suffisamment de temps pour les étoffer. Je sais qu'il y a des générations d'étudiants, d'étudiantes qui ont travaillé avec vous et qui vous en sont très reconnaissants. Nous avons eu un petit avant-goût de cela aujourd'hui, ce qui nous réjouit d'ailleurs. Et les décisions de l'Université de l'Alberta, cette décision qui a été prise de vous honorer et d'une façon plus modeste aujourd'hui, nous vous honorons également. Je vous remercie énormément. Merci.